bienvenue pour cette troisième table ronde qui va traiter de la manière dont on peut ensemble inventer le futur de nos industries. Je suis Rémi Berg, je dirige les activités d'innovation ouverte de Choose Paris Région, l'agence d'attractivité de la région Île-de-France, et avec notamment des équipes en Silicon Valley, à New York, à Shanghai, à Pékin, et puis évidemment à Paris. Ce sujet de l'innovation au service de nos industries part d'un constat, la conscience environnementale et la pandémie qui nous ont impactés sur ces derniers mois changent complètement nos filières et nos industries et qui doivent se réinventer. On ne peut plus faire comme avant. La France, nos industries vont devoir reprendre leur place aussi sur l'échiquier international. Comment l'innovation permet-elle de réinventer nos industries? Quelle place pour l'innovation ouverte et la co-construction? Comment l'innovation va nous permettre de renforcer, de repenser nos filières industrielles? C'est ce qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. J'ai autour de cette table, et je vous remercie de votre présence à tous, Edward Arkwright, directeur général exécutif du groupe Aéroports de Paris, du groupe ADP. Hind Arbaoui, directrice Open Innovation en charge des écosystèmes et partenariats pour le projet Refactory de Flins chez Renault. Et puis Nicolas Douchement, qui est le directeur des opérations et de l'expérience de Vivatech. Bonjour. Bonjour à tous. Donc je vais adresser la première parole à Edward Arkwright. Peut-être vous pourriez nous présenter en quelques mots, évidemment, le groupe ADP. Tout le monde le connaît en France, mais ne connaît pas forcément son positionnement international. Et puis nous dire un petit peu ce qui change, quel est le nouveau paradigme aujourd'hui que vous rencontrez dans ce contexte particulier. Bien, bonjour Rémi, bonjour à tous. Merci beaucoup de cette initiative et de nous y associer. Donc le groupe ADP, c'est le premier groupe aéroportuaire mondial. Avant la crise, au 1er mars 2020, c'était un peu plus de 300 millions de passagers, dont 100 millions de passagers à Paris. Et en dehors de Paris, c'est l'aéroport d'Amman, l'aéroport de Santiago du Chili, Delhi, Hyderabad, Madagascar, Maurice, Conakry, et puis tout un groupe d'aéroports en Turquie. Izmir, Ankara, Bodrum, en Arabie Saoudite, terminal Hajj, Médine, en Géorgie, en Macédoine, j'en ai probablement oublié quelques-uns. Donc une empreinte mondiale qui, du coup, nous a fait vivre, comme toutes les industries mondiales, ce choc, puisque le transport aérien, en 3 semaines, s'est retrouvé brutalement à l'arrêt, partout. Pour prendre les chiffres de Paris, on est passé en quelques jours de 200 000 passagers à 5 000. Et cette brutalité, cette immédiateté, cette universalité de la crise a été particulièrement saisissante dans notre métier. Je citais juste un exemple. Le 1er mars, nous réalisions un investissement en Inde particulièrement significatif pour 1,3 milliard, rachetant les aéroports de Delhi et d'Hyderabad avec un partenariat avec un groupe familial indien. Et 3 semaines plus tard, nous fermions tous les aéroports du groupe à part Liège et Charles de Gaulle. Voilà, ça montre la situation telle qu'elle a été. Maintenant, il faut se projeter dans l'avenir et c'est ça qui était intéressant. Très bien, merci beaucoup. En termes de nouveaux paradigmes et de peut-être priorités, sans rentrer dans des exemples très précis, mais ça sera quoi l'aéroport de demain, après cette époque qu'on vit aujourd'hui? Alors cette époque qu'on vit aujourd'hui, elle a comme intérêt d'accélérer des transformations qui étaient déjà à l'œuvre. Donc dans notre métier, on avait 3 transformations qui étaient à l'œuvre. Un aéroport safe, et là je vais revenir dessus, mais je pense que ça prend particulièrement son sens. Safe avant la crise, c'était plutôt la sécurité des biens et des personnes. Et safe après la crise, on y ajoute la composante sanitaire. Ça, c'est le premier pilier de cette après-crise. C'est un pilier d'ailleurs qu'on a été heureux de construire avec Choose Paris Region, puisque au plein cœur du premier confinement, grâce à vous Rémi, grâce à toutes les équipes de Choose Paris Region, on a pu lancer un appel à manifestation d'intérêt mondial avec plus de 300 sur le Safe Travel. Donc qu'est-ce que c'est que le Safe Travel dans la configuration? On est en avril. Réassurance. Exactement, donc on est fin avril, on le lance fin avril, une finale fin mai, donc en 4 semaines, 300 dossiers, 31 pays, grâce justement à la qualité du réseau bâti par Choose Paris Region, qui nous a permis d'identifier un certain nombre de lauréats, donc de solutions innovantes, qui sont en cours de déploiement dans nos aéroports. Là, on est en train de les tester, donc on est au rendez-vous de la promesse qu'on avait faite en tout cas pour 4 des 5 startups mentionnées. Et pour citer des exemples, c'est la qualité de l'air, la qualité du nettoyage, l'expérience passager, éviter le sans contact. Voilà, c'est donc la manière des capteurs qui permettent de monitorer et de surveiller en permanence la situation sanitaire dans un espace donné, la gestion de flux.
comment éviter les attroupements ou au contraire mieux organiser la gestion de flux, ce qui permet du coup de différer des investissements et ce qui permet évidemment de proposer des conditions bien meilleures pour les passagers. Voilà, ça je pense que c'est le premier pilier, c'est le plus important. Les deux autres, je les cite pour mémoire, c'est le Smart Airport, c'est-à-dire comment vous avez un aéroport sans couture, et de ce point de vue-là, l'innovation est une donnée majeure, la digitalisation du processus passager. Si on ne touche pas, eh ben, c'est plus sûr, et puis on utilise la reconnaissance faciale. Et le troisième pilier, c'est évidemment la transformation environnementale, ce qu'on appelle sustainable évidemment, dans notre métier. Et là, on est à la clé de comment transformer de l'attractivité en activité de demain, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'une perspective comme l'accueil de l'avion à hydrogène en 2035, une perspective plus récente d'incorporation de carburants alternatifs durables, une perspective plus dans l'écosystème de mobilisation de tous les partenaires, chasser le diesel, réduire les déplacements, travailler sur le bâtiment durable. Donc on voit la dimension d'intégrateur et d'exemple d'un aéroport et d'une plateforme aéroportuaire, et on voit comment le changement environnemental peut être un levier de transformation pour nos métiers et aussi un levier d'attractivité pour la région. Très bien, merci beaucoup Edouard, et on va rentrer plus en détail après sur la manière dont vous allez opérer ces transformations. Je voudrais passer la parole à Hind Arbaoui pour nous présenter un petit peu aussi les enjeux, les nouveaux paradigmes vus d'un grand groupe automobile comme Renault. Bonjour. Effectivement, l'industrie automobile et Renault également évidemment font face depuis déjà un certain nombre d'années à un certain nombre de défis que vous connaissez. Je vais en citer quelques-uns. Le changement de comportement des consommateurs, des usages, notamment le passage d'une préférence pour l'usage plutôt que pour la possession, les politiques des villes vis-à-vis de l'automobile et notamment le durcissement de la réglementation environnementale avec les zones à faible émission et puis l'arrêt programmé du diesel. Il y a également l'arrivée de nouveaux entrants sur lesquels il faut compter dans le panorama concurrentiel et l'apparition de nouvelles chaînes de valeur. Ça, pour le coup, c'est une vraie opportunité qu'il faut pouvoir saisir. Et puis, bien sûr, l'urgence et l'importance face à tout cela de l'action pour la transition écologique et la réduction des émissions de CO2. Et tout cela, dans un environnement, vous l'avez dit, le Covid a été malheureusement une des périodes de ce type-là, dans un contexte extrêmement incertain, volatile, et il faut réellement apprendre dans ce contexte à être agile et extrêmement réactif et faire différemment. Donc je pense qu'au cœur de tout cela, le point clé, c'est effectivement la nécessité de réagir de façon massive, collective, ambitieuse, parce qu'il s'agit vraiment, comme vous le disiez, d'un changement de paradigme. Traiter chacun de ces sujets séparément, traiter une composante par-ci ou par-là ne sera pas satisfaisant et n'apportera pas de résultat. Il y a vraiment tout un système qu'il faut changer, faire transiter vers autre chose, et ça se passe que si on est ensemble. Et le sujet, le projet Flin Refactory dont je parlerai tout à l'heure, est une des réponses à ce changement de paradigme. Merci beaucoup Hind Arbaoui pour cette réponse. Et effectivement, l'innovation ouverte est au cœur de cette reconstruction, et pour l'Île-de-France aussi, vraiment une nécessité de travailler ensemble à repositionner collectivement cette première région d'Europe dans l'écosystème mondial. Je vais passer la parole à Nicolas Douchement pour parler de Vivatech. Vous êtes aujourd'hui le premier événement tech en Europe. Évidemment, le contexte 2020 était un petit peu compliqué pour nous tous et pour vous aussi en particulier. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu les enjeux de la prochaine édition de Vivatech, la manière dont vous voyez les choses pour 2021 ? Oui, bien sûr. Avant ça, pour ceux qui nous connaissent un petit peu moins, parce qu'on a les mêmes problématiques finalement que celles qui viennent d'être évoquées, cette nécessité de transformation, mais à la taille d'une PME, parce qu'on est une petite organisation. On s'est créé il y a 5 ans sur l'innovation ouverte, sur la nécessité qui apparaissait évidente pour tous que les grandes entreprises ne pouvaient pas travailler entre elles d'un côté, dans la défiance avec ces startups qui arrivaient sur les marchés et qui étaient ravis de ravir des parts de marché à ces grands groupes. Et donc c'était sur un pari qui était, il vaut mieux travailler ensemble plutôt que d'essayer de travailler les uns contre les autres. Et donc on a imaginé à notre manière des modalités de collaboration, de sourcing, puis de proof of concept, puis de collaboration entre des startups et des grands groupes, de manière à faire en sorte qu'il en naisse une innovation. Et puis de plus en plus, nous on s'ancre autour d'une mission qui est de favoriser l'innovation positive au service du bien commun. Et donc, étant donné que notre industrie, c'est l'industrie de l'événementiel, effectivement, cette crise sanitaire a provoqué 2 chocs.
D'abord une très mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'on a dû annuler notre édition 2020, puisque en mars, c'était plus tenable d'essayer d'engager qui que ce soit pour se retrouver à Paris. On est un événement international avec plus de 130 000 visiteurs. Enfin bref, il est évident que ça n'était plus possible. On a fait le choix à ce moment-là de ne pas essayer de transformer en 100% digital l'intégralité de notre proposition de valeur dans des conditions qui auraient été un petit peu chaotiques et qui probablement n'auraient pas été à la hauteur des attentes ni de nos partenaires ni de nos publics. Donc on a choisi quelques briques de Vivatech qui étaient digitalisables et qu'on a pu produire en ligne. Je pense à des concours de start-up qu'on a fait en ligne, le Female Founder Challenge, le Next European Unicorn Award ou d'autres encore, ou quelques interventions très inspirantes. Donc ça, c'est le premier choc, ça a été la nécessité d'une annulation de l'événement principal. Et le second, mais comme vous le disiez tout à l'heure, et je pense qu'on est tous concernés et tous logés à la même enseigne, c'est la nécessité d'accélérer la transformation. L'industrie de l'événementiel, enfin, où les grands opérateurs événementiels depuis longtemps travaillent à devenir des animateurs de communautés. Évidemment, c'est ce qu'il faut qu'on soit de plus en plus. Notre business model ou l'atteinte de nos objectifs ne peut pas reposer uniquement sur notre capacité de rassembler du monde dans un hall ou dans un palais des congrès une fois par an. Mais il faut bien qu'on fasse évoluer ces modèles, en partie grâce au digital, et puis tout au long de l'année, et puis tout autour du monde. Alors peut-être je vous repasse tout de suite la parole pour en parler un petit peu des thématiques que vous voyez pour 2021, pour la prochaine édition. Alors on a... D'abord, nous, on travaille avec nos grands partenaires, qui sont des grands industriels ou qui sont des incubateurs ou des accélérateurs de start-up, toute l'année pour essayer de travailler sur les sujets qui vont animer nos communautés pendant Vivatech au mois de juin et puis ensuite en moyenne traîne dans les mois qui suivent. On a assez simplement, en réalité, concentré un certain nombre de sujets autour de la notion de Tech for Good, qui est un enjeu qui prime aujourd'hui pour un certain nombre d'acteurs, aussi bien des acteurs tech que des acteurs industriels qui utilisent la tech, et puis également pour les startups et les accélérateurs et incubateurs. Et donc c'est réellement une nouvelle grille de lecture de Vivatech qui se dessine à l'intérieur de ce Tech for Good. Et donc on n'hésite pas à interroger la technologie, le rôle de la technologie, ses impacts positifs ou moins positifs sur l'environnement, sur la société. Et puis on n'hésite pas également à l'interpeller sur sa responsabilité sur des sujets qui nous éclatent à la figure en ce moment. Le future of work, comment est-ce qu'on travaille à distance sans maltraiter ses salariés ou ses équipes, en gardant de la cohésion, en continuant à faire société tous ensemble, ou bien ce qu'on appelle l'économic recovery, enfin la résilience économique, comment est-ce qu'on permet à des entreprises, grâce à la technologie, assez rapidement de retrouver des marges de manœuvre, de retrouver des niveaux de croissance. Donc on travaille sur ces sujets qui sont à la fois des sujets business et des sujets sociétaux en réalité. Et c'est là qu'on voit, et peut-être que ça n'est possible qu'à Paris ou qu'en Île-de-France en tout cas, ce consensus de la part des acteurs du territoire ici autour de ce thème-là. Et c'est pas pour rien si c'est à Paris qu'on réunit chaque année le Tech for Good Summit, si c'est à Paris qu'a été lancé le Tech for Good Call avec le président Macron il y a 2 semaines maintenant, autour duquel se sont rassemblés des dizaines de grandes entreprises, y compris des leaders de la tech, enfin des GAFA et d'autres, américains, chinois ou européens. Donc c'est probablement ici qu'il y a quelque chose qui peut se faire autour de ces thèmes-là. Très bien. Donc l'innovation, en fait, c'est le cœur de la reconstruction de notre économie, de notre attractivité, et elle va être principalement environnementale et avoir un impact social très important. C'est ce que je note. Et du coup, pour le groupe Aéroports de Paris, le groupe ADP, en termes de sujets et de co-construction autour de sujets d'innovation, est-ce qu'il y a des exemples particuliers qu'on peut noter J'en citerai 3. Le premier que j'ai mentionné, c'est donc cette question du safe travel, c'est-à-dire d'une manière générale, comment à une période où il faut rétablir la confiance dans l'acte de voyager, la confiance dans le transport aérien, par l'innovation, nous contribuons à cette confiance. Donc j'ai cité quelques exemples. Très rapidement d'ailleurs, dès le mois de mai. Dès le mois de mai, parce qu'on avait cette conviction que en fait, cette période d'immobilité, qui est d'ailleurs un événement dans l'histoire de l'humanité, jamais l'humanité a connu une telle période d'immobilité. Cette période d'immobilité, il fallait absolument la casser, il fallait rompre avec cette immobilité, et donc la confiance était la clé de rétablissement. Donc c'est vrai qu'on a très vite cherché les voies et moyens de rétablir cette confiance, et la brique sanitaire en était la première étape. La deuxième étape, ou plutôt une deuxième étape, parce que ce n'est pas en séquentiel, c'est la question des nouvelles mobilités aériennes. Ça part d'un diagnostic qui est que ce qu'on appelle la basse altitude, est un champ ouvert pour de nouveaux usages. Alors, quels sont ces nouveaux usages? Est-ce que c'est des mobilités de personnes? C'est le taxi volant, sans mobiliser des images de cinéma ou autre. Est-ce que ce nouveau usage, c'est de la logistique? Est-ce que il y a
plein d'idées qui peuvent naître. Et c'est ce qu'on appelle dans le jargon l'urban air mobility. Mais finalement, entre faire voler un drone pour vous livrer quelque chose sur votre balcon, ou faire voler un taxi volant, ou faire voler un drone pour un autre usage logistique, c'est finalement à peu près la même chose. Beaucoup de gens se mobilisent sur ce sujet, il y a beaucoup de constructeurs, il y a beaucoup de gens qui ont des idées. L'intérêt et la démarche qu'on a lancée avec Choose by Region et avec la RATP, c'est de se dire qu'il faut avoir une vision holistique. On ne va pas parler juste de se dire « Ah super, j'ai un drone qui peut m'amener un livre ou quelque chose ou un produit rare et cher ». Mais si jamais, sans mobiliser Cyrano de Bergerac, il tombe du 5e étage, il tue Cyrano. Donc, et le jour où il a tué Cyrano, non seulement Cyrano est mort, mais en plus la littérature a perdu quelqu'un. Et surtout pour nous, ça veut dire que la totalité de ces usages sont morts. Donc il faut penser cet écosystème en termes d'outils, en termes d'usage, en termes de procédures de sécurité, de maintenance, en termes d'infrastructure. Puis d'acceptabilité sociale. Et d'acceptabilité sociale, qui est le point absolument majeur. Donc ça, c'est un deuxième sujet d'innovation extrêmement intéressant parce qu'il est fertile, il nourrit, il est matriciel, il va nourrir beaucoup d'autres usages. Et on a, avec l'aéroport de Pontoise, un sandbox qui sera à la disposition. C'est une zone d'expérimentation. Une zone d'expérimentation, un bac à sable, comme disent les professionnels de l'innovation. Une zone d'expérimentation à la disposition d'une trentaine d'acteurs que nous allons choisir avec Choose by Region et la RATP, suite à un appel à manifestation d'intérêt lancé le 30 septembre, dont les résultats seront connus début janvier, et qui a été un très grand succès, puisqu'on a là aussi à peu près tout ce que la place mondiale compte d'acteurs de l'aéronautique et de personnes intéressées par ces sujets-là qui se retrouveront sur cette photo. Troisième exemple, la question de l'hydrogène. La question de l'hydrogène, je ne vais pas rentrer sur le point de savoir si c'est la pierre philosophale pour l'avenir ou pas, c'est pas le propos, c'est que c'est un des outils qui permettent d'avoir une aviation neutre en carbone, une aviation beaucoup plus légère quant à son empreinte environnementale. C'est également un des outils qui sert le transport urbain et qui sert d'autres usages. Et donc, non seulement comment peut-on concevoir nos aéroports pour qu'ils soient en situation d'accueillir cet avion le moment venu, les industriels nous disent que le moment venu c'est 2035, mais comment on en fait une chance pour là aussi d'autres usages. J'ai évoqué le transport urbain, il peut y avoir d'autres idées, et réaffirmer le fait qu'il y a des infrastructures qui non seulement ont un intérêt sectoriel qui nourrissent l'attractivité d'un territoire, un aéroport, mais également cette attractivité, elle se transforme, elle se diffuse dans le territoire en emploi, en nouveaux usages, en transformation sociale qui vont rendre service, rendre des services, mais également créer des emplois et de l'activité économique. Voilà, 3 exemples sur des horizons de temps différents qui ont en commun d'être dans une démarche partenariale, avec Choose by Region, avec d'autres acteurs. Et à la fin, je pense que ça renforcera très, très fortement l'attractivité de l'Île-de-France dans cette compétition mondiale. Merci beaucoup, Édouard. Je voudrais passer la parole à Hind Arbaoui à nouveau, et pour que vous puissiez nous parler du projet Refactory de Flins que vous aviez abordé tout à l'heure. L'ambition du projet Refactory à Flins est de faire de ce site, avec son écosystème, le premier site européen de l'économie régénérative et solidaire, dédié à la mobilité. Ce serait vraiment de créer un modèle unique en son genre et qui pourrait d'ailleurs être dupliqué dans de futures étapes ailleurs, comme un modèle d'économie, de cette nouvelle économie responsable et circulaire et solidaire. Donc concrètement, c'est une des premières briques du plan stratégique Rénolution de Luca Di Meo en réponse aux défis que j'évoquais tout à l'heure et qui vise précisément à constituer ce système dont je parlais tout à l'heure. Hein, j'entendais parler de vision systémique et holistique, c'est tout à fait ça, hein, c'est un système complet. Alors, il est structuré aujourd'hui autour de 5 grandes thématiques, 5 pôles. Un premier qui s'appelle Rétrofit, qui lui a pour objectif de prolonger la durée de vie de nos véhicules, soit par un reconditionnement des véhicules d'occasion, qui seraient livrés grâce à notre excellence industrielle comme neufs. Donc ça encouragerait effectivement le prolongement de l'utilisation de ces véhicules, plutôt que d'en produire de nouveaux. Ensuite, par notamment également le rétrofit de véhicules thermiques en électrique, en gaz. Donc ça aussi, c'est un sujet que l'on travaille notamment avec des startups. Hein. C'est des sujets nouveaux. Tous ces sujets appellent cet écosystème. Nous avons besoin d'autres partenaires industriels, académiques, startups, territoires. Et c'est ce qui est beau dans ce projet, c'est que quelque part, tout le monde peut y prendre part. Tout le monde peut jouer sa partition.
que ce soit les usagers, les territoires, les industriels, et nous appelons vraiment tous ceux qui ont envie d'être de cette aventure à nous rejoindre. Ensuite, il y a le deuxième pôle, qui est le pôle d'Ir Energy. Donc, je parlerai notamment du sujet des batteries de deuxième vie, puisque là, l'objet consiste à utiliser ces batteries qui ne sont plus, je dirais, utilisables sur les véhicules, mais qui peuvent encore largement être utilisées pendant des années sur de nouveaux usages, comme du stockage stationnaire, qui sont des applications que nous développons déjà aujourd'hui avec des partenaires et des startups également. Ensuite, il y a un troisième pôle qui est le pôle dit recycling, qui est également au cœur de ce système d'économie régénérative, qui va chercher à démanteler des véhicules hors d'usage et utiliser un maximum de ces pièces, alors soit dans le pôle rétrofit, soit trouver d'autres utilisations vers d'autres potentiels industriels qui seraient intéressés pour utiliser cela en ressources. Et puis enfin, nous avons le dernier pôle qui est le pôle Restart, qui est un hub d'innovation qui accueillera un campus, qui travaillera justement à inventer ces nouveaux métiers de l'économie régénérative avec nos partenaires. Nous aurons également un incubateur multicorporate aussi, qui permettra d'accueillir des élèves, nos collaborateurs, qui auront des projets dans ce domaine-là, ainsi que d'autres partenaires corporate, évidemment des startups, ainsi qu'un fonds d'investissement pour investir sur les startups innovantes de l'économie régénérative de demain. Et derrière tout ça, un cinquième thème qui est la data, puisque nous sommes également convaincus évidemment que le digital, la data et l'intelligence artificielle pourront aussi être des leviers pour l'économie régénérative. Voilà en substance le projet. Mais ce qui est important dans l'ADN de ce projet, c'est cette dimension écosystémique, co-développement. J'en ai beaucoup entendu parler précédemment. De toutes les manières, on ne peut plus travailler comme avant. On ne peut plus travailler en mode client-fournisseur. Il y a besoin de travailler ensemble, inventer de nouvelles chaînes de valeur, inventer de nouveaux modèles d'affaires, de nouveaux modes de collaboration public-privé. C'est vraiment tout ce changement de paradigme que nous évoquions tout à l'heure. Donc là, il y a l'open innovation qui est fondamental. Et enfin, le dernier point que je souhaiterais souligner, c'est également l'exécution. Le fait d'être sur un site industriel avec des lignes de production, avec des projets qui vont délivrer du business, parce qu'il est aussi question de business et c'est fondamental, y compris pour l'économie circulaire. C'est une composante majeure pour être pérenne. On va tester, on va faire, et puis on va délivrer des produits et des business générateurs de valeur. Merci beaucoup, Inde. J'entends du coup beaucoup de très bonnes nouvelles en réalité, parce que je vois que en fait, la France et nos industries, nos filières sont déjà en train de se projeter, sont déjà en train de construire et en plus ensemble l'avenir. Donc c'est une formidable opportunité. Peut-être juste pour finir et pour conclure sur cette table ronde, j'aimerais vous entendre et peut-être Nicolas et Édouard sur ce qui fait pour vous les enjeux importants de l'attractivité de l'Île-de-France dans les prochaines années. On sait qu'on a les Jeux Olympiques en 2024 qui seront une vitrine extraordinaire pour la France, pour l'Île-de-France, pour Paris. Mais quelque part, on est en train, tous, les cartes sont rebattues aujourd'hui dans le contexte actuel et on va devoir repositionner l'Île-de-France comme une grande métropole attractive dans le monde. Quels sont pour vous les 2, 3 peut-être enjeux les plus importants qu'il faut qu'on ait en tête? Si je commence, moi j'en ai un, c'est la connectivité. C'est-à-dire qu'on n'est pas un grand territoire dans la compétition internationale. On ne peut pas être attractif si on n'a pas une connectivité non seulement remarquable, mais même quasiment unique. C'était le cas de Paris avant la crise et il convient que ça puisse le demeurer après la crise. Et donc, au-delà de toutes les bonnes nouvelles que vous évoquez, ça veut dire se préoccuper d'ores et déjà de la santé des acteurs et notamment de tous les partenaires, de tous les sous-traitants, de tous les petits plans sociaux dont on ne parle pas, du maintien des compétences pour pouvoir être au rendez-vous de cette connectivité. Donc, je ne veux pas amener une mauvaise nouvelle, mais je pense qu'il y a une attention sociale et à l'ensemble des acteurs de la chaîne en ce moment pour pouvoir avoir cette connectivité dont on aura besoin. La deuxième, vous l'avez mentionné Rémi, c'est on a cette chance d'avoir une fenêtre en 24, on a la Coupe du Monde de rugby en 23, donc on a 2 grands rendez-vous internationaux dont l'un précède l'autre et nous permet de nous roder, ce qui donne un horizon de temps qui est cohérent avec un certain nombre des cycles
qui ont été évoqués depuis de cette table ronde. Et qu'on n'est pas dans un effet tunnel, mais qu'on peut mobiliser des énergies en se disant vous allez avoir au moins une ou deux grands moments, grandes fenêtres d'ouverture sur le monde pour montrer des savoir-faire, pour montrer un écosystème, pour montrer de l'attractivité, voilà. Pour faire en sorte que cette attractivité ne soit pas un concept, mais puisse s'incarner dans des choses tangibles, visibles et visibles du monde entier. Tous les territoires n'auront pas cette chance. Il ne faut pas qu'on la laisse passer et ces rendez-vous-là se bâtissent aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Édouard. Nicolas? Je rebondis sur votre deuxième point, ces perspectives de développement et d'attractivité à moyen terme avec les grands rendez-vous mondiaux à Paris doivent nous servir tous ensemble, acteurs de la filière, hein, depuis le transport ou l'accueil des passagers jusqu'à nous, opérateurs événementiels et d'autres encore, doit nous servir à sans doute mieux travailler ensemble. Il y a un enjeu, alors je l'ai dit, on est une PME hein, par rapport aux grands groupes industriels qui s'expriment ici aujourd'hui. On a aussi besoin de contribuer, on a aussi besoin de comprendre comment ça va se passer, et puis d'essayer de s'intégrer dans des synergies qui nous mènent à moyen terme sur un travail collectif et de le donner à voir. Quand j'entends ce que vous racontez de votre collaboration sur des sujets sanitaires pendant le confinement avec les startups ou à Flins, la façon dont tout cela est repensé, effectivement ce sont des bonnes nouvelles. Il faut qu'ensemble on le donne à voir et que ça devienne en quelque sorte, alors l'exception peut-être pas, mais en tout cas une carte d'identité de la région. Que ça devienne une carte d'identité de ce territoire, cette capacité de se réinventer et de se projeter à moyen terme tous ensemble. Je pense que c'est vraiment un premier point. Et puis je reviens à notre cœur de sujet à nous, qui est cette notion de tech for good, ou cette mission en tout cas d'innovation positive. Je pense que globalement, alors j'ai lu une étude récemment qui disait que les consommateurs européens étaient les consommateurs les plus exigeants en matière de responsabilité lorsqu'ils faisaient leur choix de consommation. Il y a sans doute ici en Île-de-France une obligation nécessaire pour les acteurs industriels encore plus qu'ailleurs. Et peut-être que ça peut devenir effectivement un point d'attractivité, un modèle pour le monde entier, n'ayons pas peur de le dire, soyons un peu ambitieux. Une exemplarité. Une exemplarité en tout cas, c'est ici que ça se passe et c'est ici que s'exprime cette innovation positive. Eh bien, merci pour cette conclusion. Merci à tous les trois pour votre participation à cette table ronde. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi.